que je peux dire, parce que je voyais quelques phrases écrites, l'argent n'est pas l'essentiel, enfin je ne me souviens plus des termes exacts. Bon, c'est vrai que ce n'est pas essentiel, mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'argent parce que quand on ne peut pas payer son loyer, etc., on se dit comment je vais faire. Bon. Mais en fait, quand on a eu beaucoup d'argent et qu'on en a moins et qu'on redécouvre d'autres valeurs, on passe de l'avoir matériel, ça nous rassure d'acheter. La preuve, c'est que quand on est déprimé, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit plaisir, on va s'acheter quelque chose. Donc on se rassure par l'achat, par la possession matérielle. Et en fait, cette prise de conscience nous permet de passer de l'avoir à l'être. On découvre ce qu'on est, quels sont nos manques, quels sont nos besoins. Et c'est à partir de là qu'on fonctionne différemment. Quand on n'a que l'amour, comme disait oui, voilà. Jacques Brel. Mais ça aide. Jérôme, vous êtes polytechnicien, je le répète pour ceux qui nous rejoindraient maintenant. À chaque fois, ça impressionne de dire polytechnicien. Hein. Il y a 8 ans encore... Nul n'est parfait. Hein? Nul n'est parfait. C'est amusant. Vous évoluez dans les hautes sphères d'une entreprise, Jérôme. À l'époque, vous occupiez un poste de direction dans une grande société de BTP. Vous étiez quel type de manager? J'étais le manager très participatif qui savait entraîner beaucoup de monde derrière lui. Sans doute un peu raide aussi, sur des valeurs, qui ne supportaient pas trop d'avoir des patrons qui n'étaient pas cohérents avec leurs valeurs. Donc, un peu sec parfois alors aussi, oui, un peu sec dur parfois. Oui, un peu dur parfois, mais vis-à-vis du haut. Est-ce que vous avez ressenti tout ce qui a été dit jusqu'à présent par Jacques et par Jean-Marie en attendant d'autres témoignages? Oui, beaucoup, il y a beaucoup de résonance. Ça rebondit? Il y a beaucoup de résonance, oui. Quoi à quelle date vous décidez de quitter le lieu? Moi, à quelle date j'ai arrêté de tourner dans la pénitentiaire? C'est-à-dire que là, je m'étais donné une date, mais il faut peut-être que j'évoque un peu ce qui s'est passé. On va peut-être commencer par la garde à vue, voilà. etc. Alors, allons-y. Oui, en fait... Nom, âge, profession, asseyez-vous. Voilà, d'accord. On se retrouve à poil sur une paillasse avec son portefeuille, les photos de la famille et des mecs qui se moquent de vous. Et ça, c'est vrai que c'est un choc quand qu'on a été dirigeant et qu'on a eu... l'habitude d'être à la barre de la conduite de la famille, là aussi, d'être celui qui conduit la famille. J'ai 4 enfants, et puis tout d'un coup se retrouver en fond de cale, mais tiré derrière le bateau avec un... Qui se foutait de votre gueule? Les surveillants. Le monde pénitentiaire est un monde qui n'est pas très tendre parce que j'avais pas le profil d'un détenu lambda et que c'est plutôt par la raillerie et par... c'est une descente aux enfers, je crois que... Et parmi les prisonniers? Oh, j'ai été accueilli dans ma cellule par un type qui m'a fait bricoler un cintre pour mettre ma veste, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens avec des vestes dans la cellule, et un autre qui m'a pris mon assiette pour me faire la vaisselle. J'ai appris à jouer à la belote en cellule pour vivre avec les gens avec qui j'étais. J'avais la chance de faire un métier, le BTP, qui est un métier très proche des ouvriers, souvent qui venaient de l'étranger, et donc pour moi ça n'a pas été un choc culturel au sens de tomber dans un milieu... Non, le choc a été d'autre nature, mais il y a eu un choc quand même. Il y a eu un choc quand même, bien sûr. Le choc de dire, mais qu'est-ce que je vais devenir, hein? Alors j'avais déjà vécu une gamelle avant qui était un peu de chômage, donc j'avais déjà vécu l'humilité de se dire, mais tout polytechnicien que tu es, j'avais dirigé un des plus gros chantiers de la région parisienne, inauguré par le président Mitterrand dans les temps avec les félicitations du jury. Donc la Villette, donc j'ai construit la Villette dans les temps avec 200 entreprises, donc j'ai managé. Ça s'est pas écroulé depuis. Ça a l'air de marcher, les gens sont contents. Il n'y a pas trop de fissures par rapport à d'autres bâtiments, par exemple. Voilà. C'est quoi cette histoire des fausses factures? Vous avez fait une bêtise? J'ai effectivement signé des fausses factures. C'était en ayant conscience de le faire? En ayant conscience de le faire, bien sûr. Vous savez que. Et avec quel sentiment? Écoutez, d'abord, il se trouve qu'avant 90, l'État s'était pas préoccupé du financement des partis, et donc les partis politiques vivaient de cotisations ou de systèmes qui permettaient venant d'entreprises. Donc le monde du bâtiment, c'est connu, était un monde particulièrement ciblé pour faire ces choses-là. Et donc fausses factures, ce qu'on appelle des pots de vin, quoi. Non, c'était pas des pots de vin, c'était des factures pour payer. En tout cas, c'était pour financer un parti politique, voilà, c'était pas de l'enrichissement personnel. C'était pas, oui. Jusqu'à présent, ceux qui font ça dans le but de financer un parti politique ne font pas de prison ferme. On donne de la prison ferme pour l'enrichissement personnel, d'après ce que j'ai pu observer ces derniers temps. Parmi ceux qui ont été mis... Moi j'étais dans les premiers, vous savez, c'était les premières affaires où on disait « Ouh là là, regardez les vilains corrupteurs ». Et bon, en fait, moi j'ai effectivement signé, et ma part, c'est d'avoir accepté de signer quelque chose qui était illégal. En ayant la conscience de le faire, ça oui, mais je veux dire d'appartenir à un monde qui pouvait se le permettre. Je veux dire, il y a presque des lettres de noblesse, peut-être à l'époque... À l'époque, bon, j'ai quitté ce monde depuis, mais c'est avant 90, les choses étaient comme ça. Donc c'est vrai que signer une fausse facture, c'est rentrer dans le monde des grands, au sens de... dans notre monde, ça
ça se fait et ça ne se fait pas au niveau très bas. Donc je suis arrivé à un niveau où on m'a demandé de faire ça. Bon, j'ai accepté de le faire. C'est difficile à comprendre, mais une fois que vous l'avez expliqué, c'est un peu plus facile. Est-ce qu'on garde les mêmes amis quand on change de statut social? Alors moi, je n'ai pas changé de statut social, au sens que si effectivement pendant un temps... Oui, combien de temps vous avez passé en prison? 3 semaines. Oui. Donc, mais bon, derrière, il y a eu 2 ans de réintégration personnelle. Donc c'est vrai que j'ai quitté le costume du patron de BTP brillant pour d'une part prendre au début le costume de chômeur, donc j'ai perdu mon identité effectivement de manager, puis effectivement je suis tombé dans la prison et donc de nouvelles cassures en me disant mais qui va embaucher un mec comme ça? 3 semaines c'est court mais c'est long aussi. Oui, je crois qu'il y a un certain nombre d'étapes incontournables que sont la garde à vue, avec les menottes, enfin, il y a toute une descente aux enfers. Est-ce que pendant ces 3 semaines-là, vous avez commencé à vous reconstruire ou pas? Ou est-ce que pendant ces 3 semaines-là, vous avez juste subi en vous disant quand est-ce que ça va s'arrêter? Non, je crois qu'à la fois, c'est vrai que on ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire que la prison, ça vous déresponsabilise. On vous dit mettez-vous là, mettez-vous ici, faites ci, faites l'inverse. Donc c'est vrai que c'est un monde qui tel que je l'ai vécu, n'est pas responsabilisant. C'est vrai que très vite, on m'a demandé si je savais taper à la machine. J'ai répondu oui, et ça m'a permis au bout de 15 jours d'être l'adjoint, enfin le prisonnier le plus gradé, qui est l'adjoint administratif du directeur de la division de la prison où j'étais, qui m'a permis pendant une semaine de voir fonctionner et de participer au fonctionnement de l'administration. Et c'est vrai que c'est là-dessus que j'ai rebondi. Après, vous avez saisi cette chance, quand même. Oui, c'est une chance pour être utile et voir le système fonctionner. Et derrière, quand je me suis retrouvé sans boulot, pour une autre raison, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, j'ai fait une étude pendant 1 an sur le système pénitentiaire en me disant c'est pas possible de laisser une administration aussi à la dérive que ça. Le choc entre l'entreprise performante dans laquelle je travaillais et l'administration pénitentiaire, c'est fou, quoi. On tapait avec des machines. Vous avez été au bout de votre étude? Alors je suis allé au bout de mon étude, ça a duré 1 an. Et c'est là où je rejoins, c'est que je m'étais dit, je vais jusqu'au bout de ce rapport, et je l'ai donné, donc j'ai fait une étude, j'ai rencontré une centaine d'intervenants, des gardiens de prison, des directeurs de prison, des magistrats, etc. J'ai vu le directeur de la pénitentiaire plusieurs fois. Et puis à la fin, il m'a dit, écoutez, c'est super votre étude, j'aimerais bien que vous veniez, mais l'administration ne supportera pas qu'un ancien détenu vienne lui donner des conseils. Donc à ce moment-là, j'ai fermé mon dossier, j'ai dit, maintenant tu cherches quelque chose d'autre. Est-ce que vous auriez pu faire cette étude si vous n'aviez pas été en prison? Est-ce que vous l'auriez faite? Non, parce que je n'avais aucune raison. Si j'avais pas eu ces 2 gamelles, j'aurais continué mon parcours de BTP, je pense, en pouvant accéder à des postes de direction générale dans un grand groupe de BTP. Vous êtes un homme différent d'avant, différent vraiment? C'est clair, oui, c'est clair. Alors c'est vrai que dans cette période après une gamelle, on a une tentation de repli parce qu'on n'a plus, c'est le syndrome du homard, on n'a plus sa coquille, on est tout nu, on ne sait plus quoi répondre quand on vous dit qui vous êtes. Et en fait, il faut transformer ce repli en retour sur soi. Et c'est effectivement, il y a à s'arrêter et se dire mais qu'est-ce qui m'est arrivé et quelle est ma part là-dedans, ce que je disais tout à l'heure, et dans cette analyse qu'on doit faire avec quelqu'un d'autre, parce que c'est là où vient l'importance de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas faire l'analyse tout seul, parce que c'est trop douloureux, parce que j'ai un schéma mental qui fait que je vais revoir les mêmes choses alors que je ne vois pas la réalité. Et donc c'est là où l'importance d'être appuyé avec quelqu'un, que ce soit effectivement une démarche de thérapie, une démarche avec un médecin, une démarche dans tous les domaines qu'on évacue, ou un coach. Voilà. Donc c'est vrai que ces gamelles, elles m'ont appris à petit ajuster, avec peut-être un peu moins de valeur spirituelle, mais peut-être plus d'humanité, sans rien renier de mes valeurs. Et donc, je crois que je suis différent aujourd'hui d'hier. Donc, consultant aujourd'hui pour différentes entreprises, vous gagnez bien votre vie. Vous éprouvez quand même le besoin de partager autour de vous cette expérience. En quelques phrases, s'il vous plaît, quel est le message en gros que vous voulez faire passer? Écoutez, il faut du temps. Et vous avez dit dans l'introduction, il m'a fallu 7 ans. En fait, ce parcours prend du temps. Et pendant toute cette période-là, on vit quand même si on change, on souffre. Il y a de la vie qui se donne autour de soi. Et j'ai construit des choses pendant ce temps-là. Le conseil, je dirais, c'est vrai, c'est de trouver la chance qu'il y a là derrière. Il y a toujours une chance, même si ça fait souffrir. Vous pensez qu'on a besoin de toucher le fond pour apprécier le goût de la surface? Je ne sais pas ce que c'est que le fond, moi. J'ai touché plusieurs fois. C'est des images. C'est vrai qu'après avoir vécu la... c'est l'impression qu'on ne peut pas descendre plus bas, quoi. Alors, notamment, j'imagine, les premières heures de votre garde à vue, vous avez dû avoir une impression comparable à celle-ci. Oui, c'est vrai qu'on se dit, bon... Est-ce que vous appréciez les choses différemment, mieux que vous ne les ayez jamais appréciées, même dans le passé, même avant les gamelles?
Je crois que mes enfants me disent que j'ai encore beaucoup à progresser dans le goût de la vie et dans le plaisir et dans le rire. Et je crois que ça, ils ont raison. Mais c'est vrai qu'on reste marqué par ça. Et c'est vrai que ces épreuves-là, elles sont inscrites en nous. Même si 7 ans après, 8 ans après, maintenant je peux en parler et je peux venir ici. Mais avant, c'était trop tôt. Vous ne l'auriez pas fait il y a 3-4 ans? Je pense que je n'étais pas mûr et je pense qu'aujourd'hui, je peux le faire. Mais il y a 3-4 ans, ce n'était pas encore temps. Votre reconstruction a commencé par aider les autres ou par essayer de vous comprendre vous-même? Je suis un constructeur dans l'âme, j'ai toujours rêvé de construire. Donc c'est vrai que je dirais aujourd'hui, j'ai fait le plus gros chantier que j'avais jamais fait, qui était moi-même. C'est-à-dire que j'ai construit des tas de grands trucs géniaux, mais je ne m'étais pas attaqué à ma propre construction. Je faisais avec ce que j'avais reçu de la vie et c'était bien déjà.